Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un briefing de la semaine de trading avec Arié Cohen d'Itoro, rendez-vous hebdomadaire où l'on parle du contexte en ce début de semaine et ce qu'on peut attendre. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, géopolitique, matières premières, crypto avec un regain d'intérêt et peut-être un nouveau départ, en tout cas un engouement qui semble naître avec Arié. Bonjour Arié. Salut Fabien, bonjour à tous. Eh ben, je te laisse prendre la parole. Déjà, tu voulais parler de géopolitique. Géopolitique, il y a eu plusieurs choses à dire. Donc, il y avait la guerre commerciale. Bon, finalement, ça s'est vraiment calmé de ce côté-là. Il y a eu le dossier syrien qui s'est envenimé. Le problème, c'est que Trump, il est excessif. Donc, il dit que c'est pire que la guerre froide. Je pense que c'est faux. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois les choses, justement? Alors tout ce qui est tous les risques géopolitiques de ces dernières semaines prennent un petit peu le dessus sur toutes les autres annonces qu'on peut avoir en termes de macroéconomique ou de résultats ou de chiffres, même en termes d'analyse technique. On peut clairement voir les marchés chuter rien que parce que Donald Trump a décidé de tweeter quelque chose ou à l'inverse. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les deux risques géopolitiques principaux sont au Moyen-Orient, d'accord, avec les potentielles frappes militaires américaines en Syrie. Ça a l'air de s'estomper un petit peu, en tout cas ce week-end. D'ailleurs, c'est pour ça que les marchés repartent à la hausse ce matin. Mais c'est sûr que voilà, chaque tweet, on a pu le voir la semaine passée, à chaque fois avec des petites menaces, on va dire, de Donald Trump sur la Russie, on va dire, a fait chuter le marché. D'ailleurs, le marché russe avait perdu plus de 20% la semaine dernière en l'espace d'une séance. Ouais, tout à Euh, fait. donc voilà, c'est vrai que l'importance des tweets du président américain sont de plus importants au vu des marchés. Les marchés à l'heure actuelle restent assez calmes. D'accord. Par rapport à ce qu'on aurait potentiellement pu avoir, il y a eu vraiment des hausses et des bas la semaine passée. Dès le moment où il n'y a pas de tweet pendant 2, 3 jours et que les risques géopolitiques s'estompent et se calment un petit peu, on revoit que le marché remonte plus tranquillement. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir la semaine passée avec les indices américains, si je ne me trompe pas, qui ont clôturé la semaine sur une hausse de 2%. Donc ils ont quasiment retracé toute la chute qu'ils avaient pu avoir la semaine précédente. Donc voilà, ça reste intéressant. Et du côté également de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, là aussi, ça a l'air de se calmer un petit peu. Alors, officiellement, il n'y a pas de négociation, mais apparemment, il devrait quand même y avoir quelques négociations entre les deux États sur les différents prix de douane, sur différents produits d'importation. Donc, je pense que ce dossier devrait être classé rapidement en sachant que la Chine aurait accepté potentiellement donc de baisser leur prix douanier sur les importations, voire d'importer plus de produits des États-Unis en provenance des États-Unis. Donc je pense que de ce côté-là, ça devrait se calmer. Ok. Bah, du coup, oui, comme tu le dis, ça a été très marqué sur le rouble et l'indice russe. Sur les marchés américains, beaucoup moins. Du coup, sur le rouble et l'indice action russe, on reste quand même assez bas. Là, j'ai sous les yeux le RTS et bah, on est donc à 1096 quand avant les annonces, on était à 1253. Donc, bah, c'est quand même un décrochage assez conséquent. Et si on n'a pas entièrement corrigé, c'est quand même que ce dossier, a priori, n'est pas vraiment réglé. J'ai pas le rouble sous les yeux, mais ouais, quand même garder ça peut-être dans un coin de la tête. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, attentif au tweet de Trump parce que ça peut partir dans tous les sens et les marchés réagissent à ça. Bon, ceci dit, il n'y a pas de panique majeure. Hein. Je vois le VIX, il est à 17,35 et on recule aujourd'hui. Et le DAX progresse ce matin. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on est. C'est sûr. Après, justement, pour revenir un petit peu sur le rouble, d'accord, face au dollar, juste avant les annonces et tout ce qui a suivi, on était à peu près à 58 roubles pour 1 dollar. Quelques jours plus tard, on s'est retrouvé à 65 roubles pour 1 dollar. Donc, c'est une hausse de plus de quasiment 15%. D'accord, ça c'est pour la devise en elle-même. Pour tout ce qui est marché russe, des sociétés comme notamment la Sberbank, pardon, une des plus grandes banques
russe, juste avant l'information, on était à quasiment 20 $. On se retrouve à l'heure actuelle à 13 $. Donc oui, ça fait tâche. Faut voir maintenant comment le marché russe se redresse de on va dire, ce mini crash, d'accord, qui a pu se faire vraiment en l'espace de 24 voire 48 heures. Donc oui, d'ailleurs, sachez que pour les intéressés de la devise russe, elle est disponible chez eToro. Ok, j'essaye d'afficher le dollar face au rouble, je n'y parviens pas et j'ai pas entendu correctement la fin de ce que tu as dit. Donc le dollar rouble est disponible chez eToro, c'est C'est ça? ça, exactement. Il est disponible chez eToro dans le panel des devises. Donc, les personnes qui sont intéressées pour investir sur ce type de devise-là ont la possibilité de le faire via eToro directement. Ok, ça marche. Ouais, donc bah, comme tu le disais, une progression assez nette du dollar face au rouble. Donc c'est à peu près le même constat que sur le marché action Clairement, sur le marché russe. d'action, ça a été même plus accentué. Ouais. Donc bah, c'est toujours assez ambigu d'ailleurs quand ça se passe par rapport aux États-Unis, puisque les États-Unis ont vraiment le rôle et un statut de valeur refuge et ont la confiance des investisseurs. Donc en général, même quand ça va mal avec eux, eh bien, il y a un renchériment du dollar et les marchés actions ne souffrent pas vraiment. Et là, ça l'illustre assez bien, puisque finalement, le conflit potentiel opposerait Russie et États-Unis. Et on voit les Américains ne souffrent pas du tout, alors que les Russes, oui, C'est très exactement. significativement. C'est plutôt le russe parce qu'en fait, si tu veux, c'est plutôt Donald Trump qui essaie éventuellement de contrer la Russie en leur disant comme quoi son tweet était même limite choquant. Il disait clairement les missiles américains arrivent, préparez-vous, quelque chose comme ça. C'est sûr que c'était assez choquant. Hein. Vraiment quelques minutes après, on voyait déjà tout s'effondrer. Il passe pas par quatre chemins lorsqu'il utilise ses tweets. Donc voilà, hein, et le marché action russe et la devise russe en a fait les frais la semaine passée. Ça marche. Un autre point dont tu voulais nous parler, c'est les matières premières. C'est ça. Alors, Alors, les, par exemple, le pétrole peut-être? Exactement, donc les risques géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, ont profité au pétrole qui justement a continué sa progression. Faut savoir que c'est la meilleure progression pour le baril de pétrole américain depuis juillet 2017, d'accord, donc quasiment un an. Et en plus de cela, il y a également eu des baisses de stocks américains la semaine passée, donc forcément ça a fait pousser le pétrole qui est au-dessus des 66 $ à l'heure actuellement. La semaine passée, il a gagné en une semaine plus de 8%, 8,40% en l'espace d'une seule semaine. Et si tu mets même ton graphique un petit peu plus loin, tu vois que la dernière fois qu'on était sur ces zones-là, c'était au mois de novembre 2014. Donc, on est clairement sur une zone très importante sur le pétrole dans la zone des 66 $ qu'on avait eu du mal à casser depuis le début de l'année. C'est désormais chose faite. Il faudra tout de même attendre une potentielle confirmation. Mais c'est quelque chose de possible. Voilà, tu vois bien que la dernière fois, c'était en novembre 2014, qu'on était sur cette zone de prix. Donc oui, si clairement ça venait à être cassé, on pourrait tabler sur un prochain objectif vers les 70 et 75 par la suite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ce niveau qu'on n'a pas atteint depuis bien longtemps? Est-ce que le pétrole qui de base est corrélé à la consommation et à l'économie en général, il avait vraiment souffert par rapport à l'exploitation des gaz de schiste. Aujourd'hui, on se reprend. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de demandes par rapport à la bonne santé économique mondiale? Est-ce que ça vient plutôt justement du gaz de schiste qui est peut-être moins exploité que prévu? Enfin, comment tu le comprends, Alors, toi? déjà, il y a une demande, comme tu viens de le dire, il y a une demande un peu plus importante, une demande, la consommation mondiale est de plus en plus importante en termes de pétrole. En plus de cela, on voit que, comme chaque mercredi, il y a les stocks de pétrole américains. La semaine passée, le résultat était nettement inférieur, d'accord? Donc, les stocks, se vide au fur et à mesure, d'accord. Donc on a besoin de réassorts, donc forcément ça fait augmenter les cours. Et je pense vraiment le point important de pourquoi il y a eu cet envol la semaine passée, c'était surtout par rapport au conflit qu'il y a au Moyen-Orient, d'accord, avec les potentielles frappes militaires américaines en Syrie. Donc ça, oui, ça ajoute, je pense, c'est peut-être même le fait principal qui a fait flamber le pétrole la semaine passée. Et d'ailleurs, on a en général pour casser voilà, le cours des 66 $ était vraiment une résistance qu'on avait travaillé quasiment au mois de juin 2015 et en début d'année 2018. Le cours a
en général besoin de ce type d'événement-là pour justement essayer de casser une résistance forte. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu avoir sur le pétrole et ça vient de se passer. D'accord. Et est-ce que c'est propre aux matières premières en général? Est-ce que l'or aussi progresse ou c'est vraiment spécifique au pétrole? Alors l'or a progressé également. L'or est également une valeur refuge. Ça a été le cas la semaine dernière, elle a bondi même de plus de 1%. Alors on avait atteint même un niveau relativement important dans la zone des 1360. Le marché n'a pas eu l'occasion d'y rester plus longtemps que ça, mais ça s'est calmé, mais encore une fois, il y a toujours un potentiel. La zone importante, la zone clé sera vraiment entre les 1350 et 1370. D'accord, tu peux le voir donc sur ton graphique. C'est cette zone-là qu'il faudra casser, mais clairement, là, on est clairement sur une tendance haussière. La reprise depuis 2016 est tout à fait bonne, mais on est sur une zone clé et c'est sûr que des craintes géopolitiques, une baisse sur les marchés actions fera forcément augmenter, forcément. C'est ce qui se passe en général, d'accord, en tant que valeur refuge, fait augmenter donc l'or et les obligations américaines et c'est ce qu'on a pu voir la semaine passée. Après, encore une fois, il faudra vraiment attendre une confirmation et une sortie de la résistance des 1380 quasiment pour vraiment espérer aller chercher plus loin. Et si ça s'avère être le cas, on est amené à avoir une cassure. On pourrait clairement aller chercher dans un premier temps les 1440 et pourquoi pas plus loin 1520. On a encore du chemin, mais c'est les prochains objectifs. Ok, donc à l'écran, l'or en graphique journalier, on voit que on n'est pas aussi haussier que sur le pétrole, où là on marque des plus hauts qu'on n'avait pas travaillé depuis 2015. Sur l'or, c'est plus contenu, mais là aussi on voit. Mais le contexte ressemble quand même. Hein. Ouais. En termes d'analyse technique, ça se ressemble. Et une autre case active qui remonte là en ce moment. Alors, donc finalement, en fait, ce qu'on peut. C'est un peu ambigu là, parce que donc, les marchés actions se portent bien. La Russie a un peu souffert par rapport à ce dossier syrien. Les matières premières, et par exemple le pétrole, a progressé par rapport à ça. Donc aussi parce que s'il y a des tensions au Moyen-Orient, bien, il y a les plus gros producteurs de pétrole qui sont là-bas. Donc ça ferait aussi monter les prix. On voit un VIX finalement qui baisse un peu, donc qui indique pas un haut niveau de risque. C'est du coup, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser à l'issue de tout ce qu'on vient de dire. Donc, moi, peut-être en conclusion, je dirais rester attentif et garder en toile de fond que ça peut dégénérer. Donc, on peut avoir des informations qui viennent faire bouger les marchés. Mais sinon, tant que ça ne s'envenime pas, il n'y a pas de signaux plus inquiétants que ça. Est-ce que ce serait aussi comme ça que tu résumerais ce qu'on vient de dire? Oui, clairement, on est dans une période assez difficile. Comme tu as dit, on ne sait pas sur quel pied danser. Un coup ça monte, un coup ça chute. Sur un tweet, on peut avoir une répercussion très importante. Demain, ça explose encore une fois en Syrie, ou on a une autre histoire avec la Russie ou la Grande-Bretagne. Ça peut venir vraiment n'importe quel jour de n'importe quel côté. Donc oui, restez prudent, surtout qu'en plus, on a démarré la période du côté des marchés actions, on a démarré la période des publications de résultats, d'accord. Donc déjà ce vendredi, ça a démarré avec les banquières américaines. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ont publié leurs résultats. Leurs résultats meilleurs que le consensus, qui battait le consensus, mais pas forcément meilleurs aux attentes. Donc le marché tablait sur ces résultats. Donc les cours de ces actions ont chuté entre 1,5 et 3%. Donc on rentre également dans une nouvelle ère de publication de résultats qui pourrait être également un tournant pour certaines sociétés. D'ailleurs, puisqu'on parle de cela, aujourd'hui on a Netflix et Bank of America qui devraient publier. Mais oui, tout ce contexte-là c'est un contexte un peu délicat en ce moment. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas où aller. Donc c'est sûr, soyez prudents. Si vous décidez d'entrer sur le marché, entrez dans des bonnes zones. Essayez de bien sûr comprendre ce qui se passe sur les marchés, et éviter les effets leviers trop élevés. Et oui, pourquoi pas regarder sur des marchés qui se portent un petit peu mieux, comme tu le montres à l'heure actuelle, le Bitcoin qui se reprend depuis quelques jours désormais. La semaine passée, il a eu une belle poussée. Tout le week-end, on s'est maintenu au-dessus des 8 000 $. Donc, on renaît un petit peu sur le Bitcoin, mais encore une fois, il faut pas crier victoire trop rapidement. C'est ce qui s'était passé également au début du mois de février. On avait eu une remontée, le marché avait atteint 5 500, on était reparti à quasiment 12 000 pour ensuite rechuter à nouveau.
Donc oui, il faudra être patient. Il faudra déjà casser les 9000 et ensuite les 12000 pour essayer d'espérer de voir un retournement de tendance sur le Bitcoin en tout cas. Mais c'est sûr que voilà, toutes les cryptos sont en hausse. Hier, on a eu le XLM qui flambait de plus de 10%. Chacun a sa période, mais ça reste, on va dire, ça reste positif pour la suite pour les cryptos. Ok. Est-ce que tu as plus d'explications par rapport à cette hausse ou est-ce que c'est simplement technique et qu'il semble que 6 000 $ jouent un rôle de support? Ça fait 2 fois qu'on va chercher et qu'on a des réactions acheteuses sur ce niveau. Alors, 6 000 $, c'est clairement un support important. Hein, tu as pu le voir de toi-même. On l'a travaillé au mois de février. On n'a pas forcément réussi à le casser, à aller chercher plus bas. Donc oui, c'est une zone de support et c'est potentiellement aussi peut-être une nouvelle gamme, une nouvelle partie d'investisseurs qui estiment peut-être que les cours de crypto ont suffisamment chuté, que les prix désormais se stabilisent et c'est potentiellement un nouveau point d'entrée avant une future nouvelle vague haussière qu'on pourra voir sur les cryptos peut-être cet été. Donc peut-être que les investisseurs pensent que c'est le bon moment justement de re-rentrer sur le marché. Je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle le marché reprend forme. Ok. Donc ça, on a vu. Les marchés actions, on en a parlé de manière générale. Est-ce que... Alors, déjà, tu as dit que c'était la saison de résultats. J'ai vu une étude intéressante la semaine dernière sur Twitter qui disait qu'en fait, sur les 10 dernières années, 80% de la hausse se faisait durant les périodes de publication des résultats. Donc ça, juste pour des personnes qui cherchent des idées de trade ou des choses qui bougent, bah, les saisons de résultats, en tout cas, c'est des moments où on a du mouvement, on a de la volatilité. Donc, on a de la volatilité, on a souvent, en général, comme tu viens de dire, des hausses, hein, puisque les résultats sont souvent, hein, le pourcentage de bons résultats est assez élevé, notamment aux États-Unis. Donc, forcément, cela nous amène à des marchés haussiers. Et oui, cela peut être une opportunité de trading intéressante. Après, encore une fois, n'oubliez pas qu'après des résultats, une action peut flamber ou même chuter de 10% suite à de bons ou mauvais résultats. Donc, ça peut aller très, très vite aussi. Alors, excuse-moi, Arié, la connexion n'est pas très bonne là, comme je ne suis pas à mon bureau habituel et il y a une partie de la phrase qui a été coupée. D'accord. Est-ce que tu peux redire? Oui, j'ai tout simplement dit en fait que la période des publications de résultats, c'est une période importante et volatile, d'accord. En fonction d'un résultat d'une société, qu'il soit positif ou négatif, le cours de l'action peut que ce soit flambé ou même chuter en l'espace de même pas une séance de plus de 10%. Donc les personnes qui sont à la recherche de volatilité, ce sera une période éventuellement intéressante, mais il faudra tout de même rester prudent. Ceux qui sont à moins la recherche de volatilité, éventuellement rester peut-être à l'écart pour cette période. Ça marche. Tu m'as dit qui a publié récemment et qui on attend cette semaine au niveau des récemment, c'était vendredi, c'était plutôt les banquières américaines, JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo. Donc les trois ont publié des résultats supérieurs au consensus, mais le marché attendait déjà ce type de résultats. Donc les actions de ces propres sociétés ont chuté entre 1,5 et 3%. Donc est-ce qu'on va avoir la même chose aujourd'hui sur Netflix et Bank of America, puisqu'ils publieront un petit peu plus tard dans la journée? On verra tout ça. Ouais, donc on voit là, je regarde les bancaires. Et donc tu dis cette semaine, ouais, Netflix. Aujourd'hui, on a Netflix et Bank of America. Netflix, ouais, qu'on voit ici, donc ça attendra du mouvement, on est à 311. Quasiment sur les tops, ils sont encore quasiment sur leur top Netflix. Donc, Et Bank of America. Tiens, un mot à propos de l'offre d'eToro, quand on traite ces actions, tu m'avais dit l'autre fois que lorsqu'on achète, on détient réellement l'action désormais chez eToro, ce n'est plus du CFD, c'est simplement quand on parie sur la baisse qu'on détient du CFD, c'est ça? C'est exactement ça. Chaque trader d'action chez eToro détient donc désormais l'action. Il le détient d'accord à son nom. Bien évidemment, il bénéficiera des dividendes si la société décide d'en payer. Par contre, on basculera automatiquement sur du CFD si le client décide de shorter le marché, donc de parier à la baisse sur le cours d'une action. Donc là, oui, on passera en CFD. J'en profite pour jeter un coup d'œil aux introductions qu'on avait couvertes, dont on avait parlé lors des précédents briefings notamment. Donc là, on a Dropbox qui peine à vraiment aller chercher des nouveaux plus hauts. Vendredi, on a essayé d'aller sur les 35, mais aujourd'hui, on est à 29,98 $, donc toujours un peu au-dessus du prix d'introduction, je veux dire du premier prix coté disponible, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas d'explosion. Spotify. C'est ça.
Le cours, on est vraiment quasiment au cours d'introduction, hein. Après, c'est vrai que Dropbox a été introduit quelques jours avant Spotify. Mais là aussi, sur Spotify, pareil, on reste dans la même zone. Mais il faudra vraiment quand même attendre plusieurs mois avant éventuellement de pouvoir avoir un peu plus d'informations en termes d'analyse technique, hein, je parle, sur ce type de produit-là. Mais oui, ça suit son cours. Spotify, on voit l'introduction qui avait explosé. Depuis, ça reste vraiment dans la zone, hein. On parlait d'une introduction à quasiment 150 $. On est vraiment dans cette zone. Depuis, il n'y a pas eu de mouvement. Je crois, le maximum qu'on a fait, c'était 154 $ ou 156 $. Donc, à part, bien sûr, le jour d'ouverture. Mais voilà, depuis, ça reste assez calme. Ok. C'était principalement ça dont tu voulais parler par rapport au marché action. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, marché action, pour l'instant, rien à dire. Encore une fois, ce sera une semaine de publication, donc soyez attentifs aux actions que vous détenez s'ils ils publieront dans le courant de la semaine. Et bien sûr, toujours surveiller le calendrier économique, voir s'il n'y a pas une annonce trop importante. Dans l'occurrence, on aura le taux de chômage en Australie ce jeudi. On aura l'annonce des taux d'intérêt de la Banque du Canada mercredi, qui devrait rester inchangé, mais ce sont quand même des informations et des annonces qui ajoutent de la volatilité sur le marché, en tout cas sur du très court terme. Donc soyez prudents si vous décidez de trader ces actifs. Ça marche. Pour tester l'offre d'eToro, bien, vous pouvez ouvrir un compte démo via le lien que je vous partage. Arié est analyste chez ce courtier. Vous le retrouvez également pour des analyses en interne. Et Arié, toi, chez eToro, je crois que tu proposes aussi du contenu exclusif, mais là plutôt dédié à des gros clients. C'est exactement ça. On propose des contenus un petit peu plus exclusifs pour nos clients Platinum, les clients qui ont un capital supérieur à 50 000 $. Donc oui, il y a un groupe Telegram bien précis dédié uniquement aux clients Platinum. Il y a des analyses journalières, il y a des analyses personnalisées de portefeuille qui leur sont proposées. Donc pour une gamme de clients qui ont justement un capital supérieur à 50 000 $. Bien sûr, vous trouvez donc tous les avantages de ce compte sur le site etoro.fr directement. Ça marche. Je vous partage le lien pour tester l'offre. Et une dernière chose que je voulais montrer, c'était l'USD Roux, puisque je n'ai pas eu l'occasion de bien le montrer. Chez eToro, voilà ce que donne le graphique en journalier. Et donc là, les conditions pour trader le dollar face au rouble, par exemple, c'est 61,83 pour la vente, 61,86 pour l'achat. Des paires qui ont souvent des spreads plus élevés que les paires majeures qu'on a l'habitude de traiter, comme l'euro-dollar ou GBP-USD. Donc, c'est des paires un peu plus exotiques. Par contre, c'est des paires qui vont aussi connaître plus de volatilité. Donc, mettre en relation le spread avec la volatilité, l'opportunité potentielle. Mais c'est possible de jouer des scénarios, même sur des produits plus exotiques. D'ailleurs, justement, puisque tu parles de volatilité, sache que sur l'USD Rouble, on limite l'effet de levier à 10 maximum, justement, car la devise est déjà suffisamment volatile, donc inutile d'ajouter encore plus d'effet de levier. Donc, c'est limité à 10, quoi qu'il arrive. Ça marche. Je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une bonne semaine de trading également. Et à bientôt. Salut à tous, bon trading et à la semaine prochaine.